Est-ce que vous êtes déjà dit: «Ah, je roule pas assez vite pour que l'aérodynamisme soit vraiment important»? Ben, pourtant, la résistance à l'air est la principale force qu'un cycliste devra combattre dès qu'il atteint une vitesse sur le plat en vélo de route de entre 15 et 20 km/h. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag. Et aujourd'hui, je vous fais un petit cours aérodynamisme 101. Comment déjouer la résistance à l'air? Bon, concept de base. Qu'est-ce que la résistance aérodynamique? Bon, dans sa plus simple expression, si un objet est en déplacement, il va avoir une haute pression dans la direction de déplacement et une basse pression à l'arrière. Donc, la pression plus basse vers l'arrière veut nous aspirer, nous tirer vers l'arrière et on doit développer de la puissance pour contrer cette force-là qui veut nous attirer vers l'arrière. C'est pour ça que rouler en peloton demande un effort beaucoup moins grand, parce que si on a une personne devant soi, on roule finalement dans la zone de pression basse de cette personne, ce qui réduit de beaucoup notre pression frontale. Mais non seulement ça, si vous roulez en groupe, même si vous êtes le premier, avoir des cyclistes derrière vous vous aide à aller plus rapidement. Oui, parce que la pression positive plus grande de la personne derrière vous fait augmenter la pression à l'arrière de vous, ce qui fait un différentiel moins prononcé, donc moins de résistance aérodynamique totale. C'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez les contre-la-montre chez les pros, les voitures d'équipe se mettent toujours le plus proche légalement possible des coureurs, avec souvent un maximum d'équipement sur la voiture pour amener un flot d'air vers l'avant. Mais bon, faisons un peu d'équation mathématique. Donc, voici l'équation de la résistance aérodynamique. Bon, un peu complexe, mais on va les décortiquer morceau par morceau. Le A, c'est l'air de surface frontale. Donc, évidemment, pour tout système qui fait face au vent, plus que son aire de surface frontale va être élevé, plus que sa résistance à la traînée va être plus grande, si tous les autres variables sont égales. Donc évidemment, c'est pour ça qu'une position qui va être beaucoup plus compacte, plus basse, avec les épaules vers l'intérieur, va être beaucoup plus aérodynamique parce qu'on réduit de beaucoup la surface frontale. Mais bon, il n'y a pas que ça. Le CD, c'est le coefficient de traînée. Parce que toutes les formes n'ont pas le même coefficient de traînée aérodynamique, bien entendu. Comme par exemple, pour une même aire de surface frontale, une forme comme une aile d'avion génère potentiellement 10 fois moins de résistance aérodynamique totale qu'une sphère. Et disons qu'ici, si on combine les deux premiers systèmes qu'on a parlé, ça donne le CDA, qui est l'air multiplié par le coefficient de traînée. Donc oui, vous comprenez que si on a quelque chose de sphérique qui offre un coefficient de traînée 10 fois plus élevé qu'une aile d'avion, l'aile d'avion peut être 10 fois plus grande en termes d'aire de surface frontale et donner la même résistance totale. Donc oui, c'est entre autres pour ça que même une tige de sel qui serait très profilée peut donner même moins de résistance aérodynamique totale qu'un simple gaine qui dépasse du guidon. Donc le CDA est souvent le chiffre recherché par les coureurs, entre autres, qui vont faire des tests en soufflerie. Parce que tous les autres facteurs qu'on va regarder, ça, c'est des facteurs externes. Il y a entre autres le V. Ça, c'est la vitesse. Et comme on voit, elle est exponentielle et non pas linéaire. Plus on va rapidement, plus l'énergie requise pour augmenter de 1 km/h est exponentiellement plus grande. Là, ici, on parle évidemment de vitesse relative. Donc, si on roule avec une vitesse de 40 km/h par rapport à la route, mais avec un vent d'eau de 10 km/h, oui, la vitesse relative par rapport à l'air est de 30 km/h quand on fait les calculs. Ensuite, l'autre variable, c'est le ρ, qui est la masse volumique de l'air. Bref, sa densité, qui est influencée par plusieurs facteurs. La pression atmosphérique, l'humidité, la température. Plus l'air est dense, plus la résistance est élevée. Donc, évidemment, c'est un facteur sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle, jusqu'à un certain point. Entre autres, je vais donner des exemples. Le premier exemple serait le record de l'heure de Bradley Wiggins. Malheureusement, le jour où son essai était à l'horaire, on était dans une journée de haute pression atmosphérique. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour augmenter ses chances? Ils ont vraiment chauffé le plus qu'ils pouvaient l'intérieur du vélodrome à près de 30 degrés Celsius aux grandes dames des spectateurs pour vraiment donner une densité au niveau de l'air le plus bas possible pour cette journée dans ces conditions.
C'est entre autres pour ça aussi que beaucoup de records de l'heure ont été établis dans des endroits comme le Mexique où que la densité de l'air est beaucoup plus basse étant donné qu'on est à une haute altitude. Et c'est aussi une raison pourquoi que les records de l'heure dans l'avenir, tout comme celui de Filippo Ganna qui est actuellement le record actuel, risquent de ne pas être des événements planifiés avec des spectateurs, parce qu'ils vont pouvoir garder l'option de changer de journée en fonction de la densité de l'air de la journée. Mais bon, si on veut déjouer le vent, qu'est-ce qu'on devrait prioriser? Ici, on parle souvent de roues profilées, de cadres aéros ou de guidons intégrés. Mais la réalité, c'est que plus de 75% de la résistance totale provient du corps du cycliste. Donc la position est de loin l'élément le plus important. C'est pour ça que, sans aucun doute, la composante qui va donner le plus grand bénéfice au niveau de l'aérodynamisme et qui est vraiment en plus très abordable, c'est des bords aériens. Les vêtements aussi font une énorme différence. J'en ai déjà parlé et fait des tests. Des vêtements qui vont être amples coûtent beaucoup de watts par rapport à des vêtements qui vont être beaucoup plus ajustés. On parle très souvent de plus que l'effet d'un cadre aéro et des roues profilées. Des accessoires comme un casque aéro ou des bas aéro vont être souvent des accessoires auxquels on pense pas, mais qui vont avoir un très bon rendement, surtout par rapport au prix investi. Bien sûr, les roues, le cadre et toutes ces choses-là font quand même une différence appréciable, mais potentiellement moins que ce que le marketing peut nous laisser le croire. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour être plus aéro? Dites-moi ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.